Ok, alors, ensuite, en fait, il y a un phénomène naturel de partition qu'on a quasiment toujours vu dans un sens, c'était, étant donné une relation d'équivalence, quand on regarde les classes d'équivalence, elles forment une partition. D'accord? Le principe, c'est que des classes d'équivalence forment des partitions, parce que chaque élément se trouve dans une classe d'équivalence, donc la réunion des classes d'équivalence donne bien E en entier, tout élément de E se trouve dans une classe d'équivalence, la sienne en fait. Ok? Et on sait que deux classes d'équivalence sont forcément disjointes, parce que si vous avez un élément qui est dans deux classes d'équivalence, alors il va être en relation avec un élément de la première et en relation avec un élément de la deuxième, et par transitivité sur la relation d'équivalence, les deux éléments qu'on a considérés de la première et de la deuxième vont être en relation aussi. Donc vos deux classes d'équivalence, en fait, elles vont fusionner en une seule. Donc vous ne pouvez pas avoir des classes d'équivalence qui ont une intersection. Non, oui, soit l'intersection fait toute la classe, soit ça fait l'ensemble vide. Oui. Le grand I peut être infini. Oui. Ok? Donc, quand on a des classes d'équivalence, on a naturellement des partitions. La réciproque est vraie. Quand on a des partitions, on a naturellement des classes d'équivalence. En définissant la relation d'équivalence, qui est la suivante, A est en relation avec B, si A et B sont dans la même partie de la partition, en fait, tout simplement. D'accord? Oui. Et, du coup, si les parties elles sont finies, oui. Quand on fait le... Enfin, si l'ensemble des parties... Si I est fini, c'est ça ta question? Chacun des AI aussi est fini. Ok, oui. Ça pose pas un problème, enfin, il ne faut pas une condition en plus pour créer un système de représentants. Par exemple, il ne faut pas que tous les AI aient la même taille, sinon... Alors, pour créer un système de représentants, il faut un élément de chaque AI. Oui. Donc, alors s'ils sont finis, c'est super facile. S'ils sont infinis et qu'il y a un nombre infini d'éléments, là ça commence à devenir compliqué parce qu'on a envie de faire... on a envie d'utiliser le lemme du choix, en fait, c'est-à-dire de dire je peux en prendre un une infinité de fois. Ça c'est plus compliqué, ouais. Quand tout est infini, c'est plus subtil. Ok? Dans le cadre du dénombrement, tout est fini en fait, parce que le principe c'est de compter des cardinaux. D'accord? Donc tout ce qu'on va faire dans ce chapitre-là, c'est toujours avec des ensembles finis. Ok? Bon. Mais localement, cette définition-là, on l'a prise à un autre endroit, et à cet autre endroit, il y a des choses qui peuvent être infinies. Ok? Mais là, tout est fini. Ça marche? Enfin, tout sera fini quand on les utilisera. Proposition dénombrement par partition, si l'état infini et que AI est une partition de E, alors cardinal de E égale la somme des cardinales de AI. Bon. Ok, c'est le théorème, c'est le truc d'avant, puisqu'on a disjoint les deux. Alors, l'écrit démonstration, je pense, c'est facile, il suffit d'appliquer. Hein. Non, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a quoi? Là, j'ai pas appuyé sur le bouton, peut-être pas assez fort. Ah oui, il y a un truc sur les systèmes de représentants, c'est peut-être pour ça. Ah oui, je vais. Ah oui, ok. Ah ben c'est tout. Alors attendez, si je fais ça. Ok, non, c'est parce que j'ai pas appuyé assez fort sur le bouton. Alors, 2,4. Maintenant, on va réfléchir en termes de produit. D'accord, dénombrement par calcul du cardinal. Alors, en fait, ce calcul qui s'obtient par un produit, en règle générale, c'est parce que l'ensemble qu'on regarde était un produit cartésien, et pas une réunion. Donc, c'est vraiment très différent. Donc, les résultats suivants sont démontrés comme des applications des résultats précédents, mais il faut bien les voir comme de nouveaux résultats sur lesquels on va s'appuyer pour faire du dénombrement. D'accord? De même que la multiplication dérive de l'addition dans 7 plus 7 plus 7 plus 7, ok? Pour faire 5 fois 7. Bon, bah, on gagne quand même le temps en faisant 5 fois 7. Donc là, on va faire la même chose. Ce qu'on va démontrer, on va dire, bah, regardez, c'est la réunion de gna gna gna. Donc ça nous donne bien le produit 2 fois 3. Et puis après, on parlera de produit 2 fois 3. Ok? Donc soit E1, EN, EF. Soit E et F, deux ensembles finis avec cardinal de E égale N, cardinal de F égale P. Alors le produit cartésien de E et de F est fini. Le cardinal de E croix F, c'est cardinal de E croix cardinal de F, c'est-à-dire NP. Et plus généralement, donc par récurrence, le cardinal des produits cartésiens, c'est le produit des cardinaux. Ok? Alors pour démontrer ce résultat-là, eh ben, on y va. On l'a déjà fait? Non, on l'a fait, je ne sais plus. On a fait un résultat qui était presque pareil avec les dimensions, sauf que la dimension du produit cartésien, c'était la somme. Ok? Parce qu'en fait, bon, les choses se glissaient l'un derrière l'autre, alors que là, ça va se voir comme un rectangle un peu. Et donc, calcul d'air d'un rectangle. Alors, démonstration. On fait du cartésien, quoi. Oui. E égale l'ensemble x1, x2
x2 c'est xn, je peux faire ça. Il existe une bijection de n indice n dans E. C'est l'application qui a x aussi, x ici, enfin le i. F est égal à y1, yp. D'accord. E croix f, c'est en fait par définition l'ensemble des couples xy pour x appartenant à E, y appartenant à f, soit encore l'ensemble des couples xi, yj pour i appartenant à n indice n, j appartenant à n indice p. D'accord? Donc ma bijection ici, ça va être quoi? Donc ici, j'ai en fait phi, l'application de E croix f, ou plutôt de n indice n, croix n indice p, dans E croix f, qui a au couple ij, associe le couple xi, yj. Je pense qu'on peut affirmer que phi est bijective. Ça vous va? D'accord? Par définition, elle est surjective, hein, enfin, par ce qui est écrit là, et puis en fait, dès que je prends un nombre i et i, je prends deux autres différents, c'est différent. Ok? Donc le cardinal de E croix f, c'est égal au cardinal de... pardon, à condition que le cardinal de n fois np est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais étudier celui-ci. Alors maintenant, comment est-ce que je peux calculer le cardinal de nn croix np? Oui? On trouve une direction de NNP. Oui. Est-ce que tu en as une à proposer? Celle qui a K associe. Alors K c'est dans NP, dans N indice NP. Oui. Ok. Celle qui a K associe le quotient de K par P Ok. et le reste du K. Alors il y a des petits soucis de 1, mais à part ça c'est bon. Donc le couple. Donc a priori l'idée c'est de dire je vais regarder le produit cartésien, la division euclidienne de K par N, et de K par P, pardon, et le reste de la division euclidienne de K par P. D'accord? Ça c'est mon idée. Sauf que, alors déjà on va tout de suite régler l'histoire du reste. Le reste de la division euclidienne de K par P, en fait c'est un nombre qui est compris entre 0 et P moins 1. Donc pour pouvoir avoir un nombre de NP, il faudrait lui additionner 1. Donc on va additionner 1 là. Voilà, donc là on a bien l'élément de NP. Ok. Alors, et au niveau des quotients là, si je prends pareil des nombres qui sont compris entre 0 et P moins 1, je vais obtenir 0. Donc j'aurais bien envie d'additionner 1 aussi là. Si j'additionne 1, ça commence bien à 1. Ok. Alors est-ce que ça fait bien des nombres de n croix n croix np ça? Et après est-ce que c'est bijectif? Oui. Je sais pas pour le K égale NP. Ah. Donc pour le K égale NP, on va le gérer. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le K égale NP? K égale NP, si on fait la division euclidienne, normalement on devrait obtenir NP égale N fois P plus 0. Donc d'après le calcul qui est là, il faudrait prendre le couple N1, 1. Ok, mince, ça marche pas bien. Et après, il y en a un autre qui est pas trop intéressant, c'est le KK égale 1. Enfin, et il y en a plein d'autres qui sont pas intéressants, pas tous, mais vous inquiétez pas, ça, on va l'arranger. Si je fais la division de K de 1 par NP, j'obtiens 0 fois P plus 1, ce qui me donne en fait le nombre 1, 2. C'est pas ça que je voudrais avoir. Pour 1, je voudrais avoir plutôt 1, 1. Donc, ce qui serait plus marrant, pour que ça marche, oui? C'est de prendre la division qui vient par de K moins 1. De K moins 1, exactement. C'est-à-dire de faire la division euclidienne de 0 par P ici et additionner 1. Et maintenant, si je prends le K KNP, donc je fais la division euclidienne de NP moins 1 par P, N est trop grand. Donc je suis obligé d'aller à N moins 1 facteur de P. Quand je fais le calcul N moins 1 facteur de P, j'obtiens NP moins P. Et ici, j'avais NP moins 1. Donc je dois additionner à P et enlever 1 en fait. Donc plus P moins 1.
Et donc ça me donne le couple ici, n moins 1 plus 1, n, p moins 1 plus 1, p. Ce qui est ce que j'aimerais avoir au bout du compte en fait. Donc en fait c'était ça la bonne bijection. J'enlève 1 à k. En fait c'est exactement la division euclidienne. Dans la situation on aurait démarré à 0 ici, jusqu'à np moins 1, 0 ici, 0 ici. Ok, mais bon les conventions françaises c'est qu'on commence à 1. Ailleurs c'est bien. Des fois c'est bien de commencer à 1, des fois c'est bien de commencer à 0, ça dépend. Ok. Si c'était du Python, ça aurait été bien. Ok. Alors, et la fonction, alors phi est bijective parce que phi moins 1, c'est quoi? Elle est plus naturelle en fait peut-être. Donc phi moins 1, c'est l'application qui a AB, donc élément de nn croix np, associé, donc c'est le calcul à l'envers, donc c'est 1 moins 1, très bien, fois p, plus 1, non, pas 1, plus b, moins 1 normalement, plus 1, à cause de l'autre côté. Donc autrement dit, je veux dire que c'est a moins 1, p plus b. Ok. Et en fait, c'est bien, ça me permet, comme j'ai phi moins 1 là, ça me permet de montrer que phi est bien injective. Hein. Si je prends deux valeurs différentes, en faisant le chemin inverse, c'est que ça qu'il faut prendre, donc c'est que j'étais parti du même nombre initialement, pardon. Et donc j'ai phi qui est injective en disant phi moins 1, elle est surjective, donc là on a un nombre qui comprend entre 0 et p moins 1 plus 1, donc c'est un nombre qui comprend entre 1 et p, là on a un nombre qui comprend entre 0 et n moins 1 plus 1, c'est un nombre entre 1 et n. Je ne vais pas démontrer que c'est un nombre qui comprend entre 1 et n. En fait, vous l'avez là, le maximum c'est np, donc le plus grand quotient possible c'est n moins 1. Ok, donc on peut pas faire mieux, donc on va jusqu'à n. Bon, après p ça marche tout seul. C'est bon? Donc voici l'application qui permet de démontrer que np, le cardinal que n croix n initial fois np en produit cartésien est fini, et le cardinal de nn croix np, c'est en fait np. D'accord? Et comme pardon, ça va pas me recevoir, comme E et F, E croix F est en bijection avec nn croix np, ils ont le même cardinal. Ok? Pourquoi j'appelle tout phi là? Bon, celui-ci on va l'appeler θ. D'accord? Θ est bijective. Donc, E croix F est fini. Et cardinal de E croix F égale np. Égale cardinal de nn croix np égale np. Ok? Alors ensuite, par récurrence, qui n'est pas très compliqué, hein. Je sais pas quelle heure il est. Si je regarde ma montre. Il me reste combien de pages? Mais il ne reste pas grand chose. Il ne reste rien du tout. Et ben on va faire la récurrence alors. Parce que j'ai le temps. On va faire vite quand même, hein, parce qu'on ne va pas s'embêter avec ça, mais on va faire des choses proprement. Donc HK, la proposition, si E1, 3, E2, E1, E2, EK sont finis, alors le produit cartésien de E1 croix EK est fini, et le cardinal des produits de EI, ça n'écrit pas trop le produit cartésien comme ça, donc E1 croix E2 croix EK égale au produit des cardinaux BEI pour I variant de 1 à K. Oui? Il n'y a aucune notation pour les cartésiens. J'aurais bien envie de faire ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit fait pour ça. Alors, où sont l'entouré? Bon, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Ok, bon. À cause des nombres. En tout cas, mon premier réflexe, ça avait été écrit pi. Hein.
Mais je veux bien faire un truc comme ça, si vous voulez. Ok, on peut inventer des... On peut les inventer de toute manière. Ok, donc une récurrence qui n'est pas compliquée, mais dans laquelle les points sont donnés lorsque l'énoncé de la proposition de récurrence est énoncé, évidemment. D'accord? Parce qu'il y a cette histoire quand même, hein, qui est dans l'énoncé de récurrence. Alors, H2, H1, si E1 est fini, le produit cartésien de E1, E1 quoi, est fini, et son cardinal égale lui-même, égale son cardinal. Donc H1 est vrai, vous êtes d'accord? H1 est vrai, H2 est vrai, ça ne sert à rien ici pour l'instant, mais on l'a démontré là. Donc soit K supérieur strictement à 1, ou égal, et que HK vrai. D'accord? Supposons rien du tout. Soit E1, E2, EK plus 1 fini. K plus 1 ensemble fini. D'accord? Le produit cartésien, donc l'enjeu c'est de démontrer en fait que le produit cartésien est, oui, avant ça, il est associatif. Donc on a le produit pour I variant de 1 à K plus 1 des EI, qui est égal à produit pour I variant de 1 à K des EI, cartésien, E, K plus 1. C'est ça l'idée. D'accord? Donc d'après PH2, le produit est fini, les produits sont finis, etc. Ok? Donc d'après HK, le produit pour I variant de 1 à K des UI fini, et le cardinal de ce produit pour I variant de 1 à K des UI égale le produit des cardinaux des UI pour I variant de 1 à K. Ok? D'après là, on a et le produit pour I variant de 1 à K des EI, produit E K plus 1, fini, et le cardinal de ce produit, qu'on peut noter produit variant de 1 à K plus 1 des EI, égale le produit du cardinal des produits pour I variant à K des EI par le cardinal de EK plus 1, c'est pas très propre mon truc, et donc ça donne, par récurrence, machin, le produit pour I variant de 1 à K plus 1 des cardinaux des EI. Bon, je vais mettre une petite étape intermédiaire qui est toute facile et qui prend la place, donc on la met pas. C'est même pas dans le film. Oui, je vous montre le truc. Ok? Bon. Alors savoir-faire, quand est-ce que l'on voit apparaître un produit cartésien? Dans les exercices, lorsque l'on peut dire on tire quelque chose, puis on fait quelque chose, puis. Alors, c'est que l'on est en train de créer une liste de résultats. D'accord? Ça correspond exactement à notre modèle. Donc ainsi, de manière générale, dès qu'il y a des puis, en fait, on fait des multiplications. Okay, dès qu'il y a des puis ou des et, en fait, mais au sens de sorte de chronologie, il y a des multiplications. Quand il y a des ou, il y a des additions. En règle générale, enfin un peu de choses près. C'est ça le principe. Voilà. Alors, pour demain, 530, 539. Bon, j'aurais pu vous dire ça. Hein. Vous avez le temps aujourd'hui. 530.